À chaque côté, non? À chaque côté. On entoure Marie-Hélène. Pour vous, ça va ça? Oui. Oui, bien sûr. Comme à la salle de montage, on est comme ça. Elle au milieu et nous de chaque côté. Vous êtes sûr comme ça, c'est bien pour vous? Oui. J'en ai déjà, ça fait qu'un, je crois. Bonsoir à tous. Je suis ravie de présenter cette rencontre avec Marie-Hélène Dozo autour d'elle, en fait, pour la clôture de ce cycle qui est consacré à votre travail de monteuse, aux côtés de Luc et Jean-Pierre Dardenne, car il y a bien un art du montage propre au récit filmique. Et Jean-Luc Godard a même dit que le montage, c'était la seule invention du cinéma. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est vrai que ce qui distingue le théâtre du cinéma, eh bien, c'est aussi le montage, l'espace-temps du film, composé par le montage des plans. Dans quelle mesure monter un film, c'est aussi le réécrire? C'est aussi une question qu'on pourra se poser ensemble. On va donc y répondre avec vous, Marie-Hélène Dozo. Vous êtes monteuse, vous avez monté plus de 40 films, mais vous êtes une des collaboratrices essentielles de plusieurs réalisateurs, Roberto Minervini, Bénédicte Lénard, Luc et Jean-Pierre Dardenne, qui sont ici. Vous avez monté tout leur long métrage depuis La Promesse, que vous avez vu ce soir, qui est le film qui vous a aussi révélé, Luc et Jean-Pierre, en tant que réalisateur. C'est un film qui était à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et qui est un peu, d'une certaine manière, le film matrice de tous vos films. Donc Luc et Jean-Pierre, merci beaucoup d'être là, tous les deux. Vous êtes réalisateurs, scénaristes, producteurs, lauréats de 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes, l'une pour Rosetta, c'était en 1999, et l'autre pour L'Enfant, en 2005. Alors la première question que je voulais vous poser, c'était la question de votre rencontre, voilà, pour savoir comment vous travaillez, si vous avez bien sûr élaboré une méthode au fur et à mesure du temps. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, sachant que les couples ou les trios, dans votre cas, monteurs, monteuses, réalisateurs, réalisatrices, sont très importants, voire légendaires. Je pensais à la monteuse de Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker, qui travaille avec lui sur tous ses films. Donc évidemment, vous êtes un maillon essentiel, Marie-Hélène Dozo, mais vous n'êtes pas née monteuse en chef des frères Dardenne. Comment s'est faite cette rencontre? Je crois que c'était autour d'un documentaire sur lequel vous aviez travaillé, Gigi, Monica et Bianca, produit par les frères Dardenne, avec Benoît Dervaux. Enfin, ça a été aussi l'occasion, peut-être vous allez en parler après, Luc et Jean-Pierre, de ce que votre équipe naisse aussi à ce moment-là. Donc Marie-Hélène, juste rappeler votre rencontre et comment vous avez su que vous étiez sur la même longueur d'onde et que vous pouviez travailler ensemble. Mais en fait, Luc et Jean-Pierre Dardenne, je les ai d'abord rencontrés sur... C'est pas ouvert, non? Heureusement que vous êtes là. Voilà, donc on s'est d'abord rencontrés sur un court-métrage, Il court et court le monde, que vous avez vu, je pense, ici, juste avant La Promesse. Et puis, suite à ça, on s'est aussi rencontrés sur un documentaire de Benoît Dervaux et Yasmina Belaoui qui s'appelle Gigi, Monica et Bianca. Sur les enfants de la rue à sur les Bucarest. Enfants de la rue à Bucarest. Et suite à ça, voilà, il y a eu La Promesse. Et pour moi, c'est un premier long métrage. C'était la première fois que je montais un long métrage voilà, toute seule. Et précédemment, j'avais principalement travaillé pour la télé, docu et reportage. Donc pour moi, c'était voilà, un moment important dans ma carrière. Et depuis, voilà, à ce moment-là, on a créé une relation, et à chaque projet, je dirais pas que c'est chaque fois des enjeux différents, parce que je pense que l'ambiance d'une salle de montage, elle est quand même liée à chaque projet, et les enjeux sont chaque fois différents, et même l'ambiance dans la salle de montage diffère d'un projet à l'autre. Voilà. Luc, Jean-Pierre, je vais commencer par vous, Jean-Pierre. Comment s'est faite aussi la rencontre, puisque voilà, vous continuez à travailler ensemble. Est-ce qu'il y avait une sensibilité particulière qui a permis aussi de nouer un travail qui est devenu... Parce que La Promesse est un film très différent. Enfin, je n'ai pas vu tous les autres films, mais c'est vrai que le court-métrage Il court le monde est
est assez burlesque d'une certaine manière. Et La Promesse est une œuvre sociale, une œuvre avec une esthétique très particulière. Est-ce que, voilà, il fallait aussi la sensibilité de Marie-Hélène pour que ce film existe, et dans quelle mesure le montage a été décisif aussi pour que ce film soit celui qu'il est? Voilà, c'est compliqué ça. Mais tu avais monté la Mina aussi, non? Tu l'avais produite, tu vois. Il y a longtemps qu'on connaît Marie-Hélène, très longtemps. Et je pense que c'est le souvenir qu'on avait du travail ensemble sur le court-métrage. La manière dont je pense, ce n'est pas toujours simple, même de travailler avec deux réalisateurs en même temps. Hein, parce que le montage est le moment où, d'une certaine manière, on va lâcher le film. Et alors, bon, il y a des moments peut-être un peu de... Voilà, c'est peut-être pas toujours facile pour Marie-Hélène. Et on trouvait que ça s'était bien passé, quoi, dans le travail. Et à un moment donné, il y a des choses qui se passent sans qu'on les énonce. Et on avait un beau souvenir du travail. On s'est dit, bien, nous, pour La Promesse, on va travailler avec des gens avec qui nous avons déjà ou pas travaillé, mais que nous, on a envie de travailler, qui ne sont pas imposés par les producteurs, des choses comme ça. Et tout de suite, quand on a commencé à penser à qui allait faire quoi dans La Promesse, le montage, on n'a jamais hésité, il n'y a jamais eu personne d'autre. Il y a toujours eu Marie-Hélène. Voilà, depuis le début. Est-ce que c'est vrai que c'est plus difficile de travailler avec deux réalisateurs qu'un? Moi, je trouve pas forcément. Je trouve qu'il y a un mouvement dans le dialogue, les discussions, les prises de décision. Le fait d'être trois et d'être vraiment un trio, mais avec chacun une personnalité, voilà, différent. On est, voilà, et c'est jamais, c'est toujours, en fait, les décisions, elles se passent souvent 2 et 1. Mais les couples, enfin, je veux dire, les duos changent tout le temps. Donc c'est une autre méthode de travail, c'est beaucoup plus, on brasse beaucoup plus de choses à 3 qu'à 2. C'est vraiment un travail différent, mais moi je trouve pas ça forcément plus difficile en fait. C'est une autre forme d'équilibre à trouver. Luc, revenir sur la rencontre aussi. Il marche ou il marche? Ah, il marche. Mais moi je dirais qu'il y a aussi beaucoup de décisions qui se prennent hors de la salle, c'est-à-dire on se quitte à 6 h du soir. Il y a une solution qui a été choisie, et puis on revient le lendemain ou le lundi, si c'est le vendredi, et on sent quelque chose en commun. C'est étonnant. Et on s'est opposé, on a dit non, faisons plutôt ça que ça. Et je dois dire qu'au bout, ça fait quand même beaucoup d'années, elle a souvent raison. Quand on est en discussion, on se dit, finalement, Marie, qu'elle ait été plus proche de l'un que de l'autre au niveau du choix, c'est dit finalement, oui, c'est vrai, on aurait dû l'écouter. Voilà. Mais les choses se font, et peut-être qu'à 2, c'est la même chose, j'en sais rien, hein, que quand tu travailles avec une seule personne. Mais moi, je remarque quand même, je me dis, bon, dormons là-dessus, on verra. On s'est excité, là, on a peur de ci, on veut ceci, et puis finalement... Et voilà. Et Marie, ce que je dirais, c'est que dans la rencontre qu'on a eue, moi, j'ai constaté que c'est quelqu'un... Comment vais-je dire ? Le danger quand on travaille, c'est que la personne qui est avec vous se mette en scène, enfin, défende une image d'elle-même. Et Marie, jamais. Et c'est ça qui est bien, elle est honnête, modeste, et elle dit, moi je pense que c'est ça. Après on verra. Elle dira, bon bref, c'est vrai, je me suis trompé, ou bien au contraire. Et ça j'aime bien parce qu'on n'a jamais le sentiment de travailler avec quelqu'un qui prend une position. En fait, qui prend la pause ou qui prend un avis auquel elle ne croirait pas vraiment, mais qu'elle voudrait essayer quelque chose. Non, on est toujours dans quelque chose qui est très... Je veux dire, voilà, c'est vraiment ce qu'elle pense. Et ça nous aide beaucoup, évidemment. Parce qu'on dit, bon, nous, on essaye des trucs, on dit ça, puis on est avec les souvenirs du tournage. Elle, pas. Elle est là, dans la matière, au présent. Elle a tout revu, évidemment, tout revu, et elle se souvient parfois, enfin souvent, mieux que nous, de toutes les prises qu'on a faites. Mais je sais... Enfin, nous savons, Jean-Pierre et moi, qu'on n'est pas avec quelqu'un qui est en train de jouer quelque... Non, elle est vraiment dedans et elle y croit vraiment. Et ça, c'est vraiment pour nous, c'est le là, si je puis dire, du travail, quoi.
Mais en même temps, vous disiez, le moment du montage, c'est le moment où vous lâchez votre film à quelqu'un qui doit aussi en avoir une certaine vision, d'une certaine manière. Comment est-ce que vous travaillez, Marie-Hélène? C'est-à-dire que vous lisez le scénario, à quel moment? Est-ce que vous le relisez pendant le montage? Quand est-ce que vous commencez à découvrir les rushs? Est-ce que c'est dès le premier jour de tournage? Et quand est-ce que vous commencez à travailler, peut-être à faire un premier bout à bout? Et ensuite, comment est-ce que vous travaillez à trois, de manière intense? Enfin voilà, comment se fait la construction du film à partir du moment où le tournage a commencé? C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Luc vient de dire, c'est qu'en travaillant avec Luc et Jean-Pierre, ce qui est vraiment super intéressant pour moi et qui est une étape très importante, c'est qu'en fait je découvre la matière toute seule, avec des indications qui sont des choix de tournage, mais qui sont renforcés par des choix de visionnage sur les rushs qui sont déjà synchronisés. Et ben voilà, c'est un peu là où moi je me fais un peu mes armes par rapport à des choix. Je suis la première spectatrice et je ne suis pas non plus envahie par effectivement le bagage du tournage, par toutes ces choses-là. Donc je suis vraiment dans un endroit, un espèce de... en huis clos avec la matière. Et ces premières impressions, quand je reçois la matière, elles sont importantes pour moi, parce que je les ai en mémoire et je peux retomber là-dessus à certains moments sur des discussions. Je peux parfois me tromper, remettre en jeu des choses, mais ça me donne un terrain un peu stable pour moi. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une période très importante. Et puis suite à ça, je pense que je pense que peuvent peut-être plus l'expliquer que moi, c'est que ils ont une première vision d'un bout à bout de leur matière, où on peut déjà, sans avoir mis vraiment... avoir une période de travail qui peut durer entre 4 à 5 semaines pour le premier assemblage, qui est quand même un bout à bout en général, mais je pense oui même des prises plutôt choisies en vision, même si parfois, bon voilà, il y a encore d'autres choses derrière, mais c'est plutôt vraiment les prises qui ont été rechoisies en vision. Donc vous choisissez ensemble Non, que Luc et Jean-Pierre choisissent sur le plateau. D'accord, okay. Et puis suite à ça, ça nous permet de voir déjà tout le corps du film, la fluidité au niveau de la narration, de la dramaturgie, de voir les points forts, les points faibles, où il y a des creux dans la narration, et puis à partir de là, tout peut être mis en balance avec des nouveaux choix de prise, et puis là commence vraiment le travail de montage. Mais je dirais que cette première période de travail, elle est importante pour moi, parce que ça me permet vraiment de m'immerger dans la matière, en fait. Voilà. Et ça, j'ai pas toujours l'occasion de le faire. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris à travailler aussi. Et si je peux reproduire ce schéma de travail, pour moi c'est l'idéal. Mais est-ce qu'il y a une particularité avec Luc et Jean-Pierre Dardenne, c'est qu'ils ils travaillent en plan séquence. Leurs films sont d'ailleurs un art du plan séquence. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux combien il y a de plans séquences en moyenne dans un film des frères Dardenne? Je sais pas, entre 50 et 100, est-ce que c'est réaliste de dire ça? Il y en avait 70, c'est pas ça? Le fils, il y en avait moins, oui. Moins. Je pense que c'est celui où il y en a le moins. D'accord, ouais. Oui. Mais combien? Oui, je pense la mémoire des chiffres, c'est mon frère. Ben oui. Mais oui, mais il a une mémoire. Sur lui en fait. Mais moi, je dirais, j'aurais dit. Moins de 100, je pense. Oui, moins de 100, voilà. Ouais, mais 70, oui, Ouais. peut-être 70. Ouais. La promesse, il y en a plus, mais c'est moins plan séquence quand même s'il y en a. Rosetta, une centaine. On est entre 70 et 150. Oui, je pense que Qu'est-ce que ça implique dans le montage de travailler en plan séquence? Qu'est-ce que ça influe dans le style même du film? Qu'est-ce que, par rapport à d'autres films que vous avez pu faire, Marie-Hélène, qu'est-ce que le plan séquence vraiment vous oblige peut-être à travailler davantage? J'imagine peut-être les points d'entrée, de coupe. Mais ce qui est différent, c'est que le plan séquence, il a déjà une unité, une forme. Pour moi, ce qui est différent au niveau du montage, c'est que le rythme, il est déjà donné un peu à la prise de vue. Ouais. Il est quand même plus présent qu'un film qui est travaillé de manière plus classique, en champ contre champ, plan large, plan serré. Donc
Voilà, donc, mais ce qui est important pour moi au niveau du travail avec les frères, c'est justement de retrouver cette symbiose entre le mouvement qui est mis par le biais de la mise en scène dans les plans, le rythme que les comédiens donnent aussi, et puis le rythme de la narration. Et je pense que ça, c'est vraiment particulier à la matière que je reçois en travaillant avec eux. C'est retrouver cette unité-là entre ces trois paramètres. Et ce que toi tu oses faire, que tu nous invites à faire, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire nécessairement une fois qu'on a, après une première vision du montage, une deuxième, mais en tous les cas c'est de couper dedans. Tu as plutôt tendance à nous dire essayons de. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand. Enfin, si, peut-être je sais pourquoi, parce que ce que je vais dire semble dire que je sais pourquoi. C'est quand on a tourné un plan, qu'on a senti qu'il tenait en lui-même, si je puis dire, en tant que plan séquence, couper dedans est un peu difficile pour nous. C'est vrai, hein, on a tendance à dire attends, laisse le plan comme ça, et puis après on verra. Et puis on se dit, oui, non, coupons dedans. Et finalement, bon, et puis parfois on aime aussi, on la suit dans cette invitation. Mais peut-être il y a un peu de ça, je ne sais pas. Oui, il y a un peu de ça. C'est la narration alors qui se greffe là-dessus et qui fait qu'il faut retrouver d'autres unités sur la longueur d'un film qui est d'une heure et demie. Voilà, mais quand tu proposes l'ours, c'est le premier montage qu'on voit quand on a fini notre tournage. Elle travaille encore une semaine après le tournage, puis on se voit. Tu n'as pas fait de coupe à l'intérieur des plans séquences, mais elle a monté les plans séquences en coupant le début ou la fin ou les deux. C'est important pour moi de passer par cette étape-là, en fait, parce que c'est une manière de m'approprier la matière et peut-être de vraiment d'avoir ce premier regard-là. Et puis, je pense que c'est seulement à partir de là qu'on peut faire des choix. C'est une fois que j'ai la matière dans son entièreté dans les mains. Jean-Pierre, est-ce que vous avez aussi cette sensation de... parce que la monteuse, c'est celle qui coupe, effectivement. Est-ce que c'est aussi difficile par moment? Est-ce qu'il y a pas forcément des conflits, mais des avis divergents où c'est très difficile de lâcher voilà, sur la coupe, et puis finalement c'est ça qu'il fallait faire? Je dirais que la promesse, le souvenir que j'ai de la promesse, et vous savez, les souvenirs, c'est parfois, il y a des gens qui ont fait des livres à partir de ça. Et souvenirs, bon, c'est ce que c'est. Mais j'ai l'impression que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble avec le court-métrage, mais bon, c'est une autre expérience. Nous, on était en train de trouver un peu notre méthode de travail, et un peu ce qu'on voulait, finalement, sans vraiment le savoir, on commençait un peu à le savoir. Et je me souviens qu'on avait eu un choc, mais dis-moi si je me trompe, Marie-Hélène, c'est un souvenir. Parce que Marie-Hélène, elle y était allée, un peu. Et en même temps, bon, c'est normal, je m'étais dit, merde, alors... Mais c'est bien aussi, parce que ça permet de revoir les choses autrement. Et puis, il y a des choses, puis on a commencé à travailler et tout ça. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, bon, comme tu l'as dit, on garde les plans séquences, mais moi, il me semble que, en tout cas, je pense pour le dernier film, où on avait le sentiment que ce qui était sorti du tournage, on avait une attitude un peu plus détendue par rapport à ça, me semble-t-il. Et ce qui fait qu'il me semble qu'on n'a pas... au contraire, à un moment donné, Marie-Hélène nous a dit, ah, les gars, vous avez pris un coup de jeune, là. On voulait couper, elle trouvait qu'on coupait un peu trop. Donc, pour le jeune Ahmed. Oui, pour le jeune Ahmed. Non, je pense qu'il y a vraiment une... Oui, il y a vraiment une équipe, enfin, une équipe qui s'est construite au fur et à mesure des films, et où... Vous filmez comme elle monte, en fait. Exact. Mais il y a un truc, en tout cas, que nous attendons avec impatience, je peux lui dire maintenant, hein. C'est quand on a commencé à tourner et qu'elle regarde les rushs et tout, et à un moment donné, après 3 ou 4 semaines, disons 5 semaines, Luc me dit, ou je dis à Luc, et Marie-Hélène, elle l'a appelé ou pas? Et si on l'appelait? Non, si on l'appelle, elle va croire qu'on stresse et tout, non, attendons. Et on attend son avis parce que c'est la première spectatrice. Et alors, elle a une manière élégante de dire ce qu'elle pense et de ce que c'est, mais c'est pas fini. Mais enfin, si jamais, je sais que si jamais ça arrive, Marie-Hélène, que tu nous dises, les gars, ce que vous faites là,
Et là, je pense qu'on serait fort déséquilibré. Ouais. 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 C'est la première spectatrice du film. Première spectatrice, mais pas n'importe laquelle, puisque elle peut entrer dans le film. D'une certaine manière, elle peut le moduler. Donc, il y a forcément chez vous une distance à avoir, ou en tout cas à la fois une empathie avec le film, et en même temps une forme de distance. On parlait, quand on a préparé cette rencontre, de Rosetta, qui est aussi un film très très important, et de la manière dont la grammaire cinématographique avait été un peu explosée avec ce film, qui est un film complètement anti-hollywoodien. Enfin, je veux dire, dans la narration, c'est extrêmement libre, extrêmement osé, cette manière de filmer, de monter, de faire le portrait vivant de cette jeune femme qui reste complètement vivant à chaque fois qu'on le regarde d'ailleurs. Et donc voilà, vous êtes la première spectatrice, mais vous avez aussi votre place. Enfin, c'est quoi la place du monteur en fait, entre le spectateur et le réalisateur? La place du monteur. Ben, oui, enfin bon, c'est le premier spectateur, mais le monteur, il ne faut pas oublier qu'il a ces premiers regards-là, mais il se nourrit aussi au fur et à mesure des semaines de travail, de la narration, de certaines discussions, peut-être des discussions extérieures. Et pour moi, le monteur, ben, c'est celui qui va permettre au réalisateur de faire passer les envies et que ça soit compris, que ça soit ressenti par le plus grand nombre de spectateurs. Ça ne sera jamais ressenti par tous les spectateurs parce que voilà, ça c'est impossible. Mais oui, pour moi c'est vraiment le passeur, c'est lui qui fait le passage entre la matière, qui la rend film en fait, qui la rend objet et qui travaille sur la narration et qui a ce rôle-là. Et du coup, cette question de la distance, vous avez plutôt envie de l'abolir pour être au plus près du sentiment des réalisateurs, finalement? Mais il y a une manière... Enfin, je pense que je suis quand même aussi quelqu'un de très instinctif. Et comment je dirais ça, très instinctive, et qui, cette distance-là, oui, j'essaye peut-être de la réduire au maximum pour que... Moi, c'est mon instinct, et puis c'est ma sensibilité, et ça, je veux dire, on est avec ça, je pense que ça peut se travailler, mais voilà, il y a quelque chose qui est déjà là au départ, et pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être au plus proche des gens, qu'ils fassent le plus corps avec l'histoire qu'ils racontent, que ça fasse le plus vrai possible, et que tous les éléments soient ramenés de manière la plus cohérente dans les corps des personnages qui incarnent l'histoire. Pour moi, cette distance-là, oui, c'est ça, elle doit être réduite au maximum. Et est-ce qu'il y a un personnage, je pense au personnage de Sandra dans 2 jours, 1 nuit, est-ce qu'il y a un personnage avec lequel vous avez été plus empathique qu'un autre dans tous les films que vous avez fait avec les frères Dardenne? Rosetta, parce que là je pense qu'il fallait courir donc il fallait être vraiment au plus proche d'elle. Avec Sandra c'était un peu différent, je sais que, enfin on en a parlé la dernière fois là. Mais ça je m'en suis rendu compte après, mais en fait Sandra je me suis vraiment mise à sa place, surtout dans les inter-rencontres. Dans les moments de passage entre chaque rencontre qu'elle avait, je me disais, mais combien de temps moi je mettrais pour encaisser ce qu'on m'a dit, le refus, l'acceptation, et puis repartir chaque fois. Et c'est vraiment ça qui m'a guidée, qui nous a guidés pour un peu... et aussi dans la manière de rentrer dans les scènes aussi. Là, j'avais l'impression que j'étais vraiment à sa place, et elle était vraiment pas dans une situation facile. Mais je pense que j'ai fait ça inconsciemment. Je pense pas que à ce moment-là, je pense pas que j'en étais consciente. C'est seulement après ou en fin de parcours où je me suis dit, mais voilà, et je me suis vraiment rendu compte de ça, que j'avais vraiment pris corps avec le personnage.
Est-ce que vous avez un souvenir d'un film ou de séquences qui ont pu être, entre guillemets, sauvées par le montage? Enfin, j'exagère un petit peu en disant ça, mais je me souviens que j'avais lu une interview de Steven Soderbergh, qui est aussi le monteur de ses propres films, qui disait que le montage peut sauver d'à peu près tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous avez un souvenir de... Ou peut-être dans votre cinéma c'est différent, vu qu'effectivement il y a le plan séquence qui fait que c'est difficile de totalement changer une intention de scène, mais est-ce que c'est déjà arrivé sur un film de vraiment... Est-ce que vous avez en tête un exemple d'une scène ou d'une séquence voilà, dont le montage a influé fort? Il y a deux exemples, mais effectivement, quand c'est des plans, quand on travaille en plan séquence, si c'est raté, c'était en montage, c'est difficile. Mais oui, hein? C'est un type de travail qui est un peu... Je pense que ça va être difficile. Mais je pense, par exemple, que pour le film précédent, Le jeune Ahmed, La fille inconnue, je pense que Marie-Hélène, on a refait un nouveau montage. On a remonté. Et Marie-Hélène nous avait dit... Enfin, ça c'était... On n'avait pas... C'est une matière qu'on avait travaillé un peu différemment. Un peu différemment. Et quand on est revenu, qu'on a commencé le montage, c'est comme si elle le savait déjà, quoi. Tu vois. Et là, oui, je pense que là, le montage a amélioré le premier montage, a amélioré la matière que nous amenions, parce qu'on n'arrivait pas à trouver, en fait, le rythme du film. C'est ça, le truc. Parce que même si les plans... c'était le rythme du film qu'on n'avait pas... Je sais pas pourquoi on n'arrivait pas à lâcher la matière, je sais pas pourquoi. Mais c'était des choses qu'on avait déjà essayées sur différentes versions, et puis qu'on a finalement, quand on s'est remis au travail, ben, je pense qu'on avait vécu chacun voilà, des coupes, voilà, mais qu'on ne les avait jamais vraiment concrétisées. Voilà. Sinon, je pense que ce travail-là, on ne l'aurait pas fait en aussi peu de temps. On était trop vite, on était satisfait trop vite. Oui, voilà, on s'est un peu installé dans un processus, voilà. Et on a... Comme des vieux chats. Mais on avait quand même déjà essayé des choses, mais on ne les avait pas décidées. Voilà. Mais parfois, là, elle nous a... Je me souviens que dans Le Fils, et moi j'avais été partisan de ça, je ne sais pas, je devenais un peu... Bon. Parce que parfois, on perd le jugement quand on fait une chose, quand on est au montage, on perd sa lucidité. Et donc il faut un peu se reposer. Et surtout quand on voit trop souvent le film sur grand écran. Et avec Le Fils, on avait commencé à faire ça. Et il y avait une scène dans Le Fils, pour ceux qui l'ont vu, c'est une scène très importante, c'est le centre du film, finalement, c'est le milieu du film au niveau chronologique. Et aussi, c'est l'explication, quand même, une première explication entre l'assassin et le père de l'enfant assassiné. Et qui se passe dans la rue, où le gamin mesure la distance entre lui et le menuisier, le père de l'enfant tué. Et moi, je me souviens, j'avais dit, Jean-Pierre, il n'était pas loin de penser la même chose aussi, parce qu'on s'endormait un peu. Au milieu du film, au montage, je disais, à un moment donné, vous sentez le tunnel. Et on disait à Marie, écoute, là, je crois qu'on va virer la scène. Et elle disait, ah bon? Et on l'avait fait, on avait essayé, mais ça marche, le film ne fonctionnait plus. Mais je me souviens qu'elle trouvait ça complètement fou de faire ça, elle avait raison. Mais bon, on avait essayé. Mais ceci dit, Marie-Hélène, je pense que c'est à toi de dire ça, c'est simplement, j'amorce à faire, c'est que, en tout cas sur La Promesse et puis encore ailleurs, tu as proposé des modifications de la ligne dramaturgique, si je puis dire, de la construction d'histoire. Oui, sur La Promesse, je pense que c'était par rapport à au début, et puis la baraque avec aussi. Les Roumains. Avec les Roumains, et aussi... La bague vient après les Roumains. L'histoire de la bague, ouais. Alors que la bague venait plus tard. Donc une reconstruction. Oui. Ouais. On a supprimé, on a coupé le plan, mais là, on a coupé le plan dans l'appartement. Ouais. En deux. D'accord. À deux moments du film, alors qu'en fait, c'est une continuité. Ça a donné beaucoup plus de relief. Mais non, elle a eu l'idée, c'est ça, de dire la bague vient, il conclut, ils ont réussi quelque chose ensemble, c'est-à-dire à faire arrêter les immigrés roumains, et ils sont... Et à récupérer de l'argent de la police, en fait, c'est une espèce d'arnaque. Ils scellent
le père conduit le fils à dire on fait une bonne alliance, là, on a réussi un bon coup, d'où la bague. Alors que la bague venait dans le scénario chronologiquement, mais il n'y avait pas l'intention dramatique qui est apportée par ce qu'a proposé Marie, n'y était pas. Donc c'est ça aussi, même si on a des plans séquences, c'est aussi parfois, elle propose souvent ça, Marie-Hélène, d'au moins essayer parfois de changer de l'ordre d'une scène et d'une autre scène, de les mélanger autrement, vous voyez. Et parfois ça déclenche des choses. Hein. Elle a une grande liberté avec la matière, c'est ça qui est bien. Oui, mais ça c'est un travail, je pense que c'est un des travails les plus excitants au montage, c'est bon, après il faut toujours être prudent, parce que voilà, il y a une période aussi, je pense, une fois qu'on a bien maturé la matière, qu'on a des bonnes bases, on peut commencer à alterner des choses. Voilà, maintenant, je pense que il y a des réalisateurs avec qui je peux le faire, parce que c'est moins écrit. Je pense que vous avez quand même des scénarios qui sont déjà bien ficelés au niveau du montage, au niveau du scénario. Voilà, parfois j'arrive sur des projets où il n'y a pas de scénario et il faut vraiment le construire en salle de montage. Et c'est un tout autre travail. Et c'est peut-être cette gymnastique-là et aussi le fait que j'alterne tout le temps le docu et la fiction. Pour moi, c'est important, parce que de toute façon, c'est le réel dans la fiction et la fiction dans le réel. Et moi, j'ai vraiment besoin des deux. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et peut-être cette gymnastique-là, j'ai l'habitude de la faire et je la fais aussi en fiction. Oui, et d'ailleurs, les Frères Dardenne sont... si on veut penser à un genre ou une catégorie de cinéma, ça peut être du cinéma du réel, cinéma réaliste en tous les cas. Comment est-ce que vous abordez tous les trois la question de la réalité au cinéma ? Vous, par exemple, comme cinéaste, voilà, cinéma du réel, comment vous envisagez ça, de filmer au plus près la réalité ? Qu'est-ce que c'est que la réalité, finalement, au cinéma ? Vous faites peur. C'est le genre de questions qu'on ne se pose pas. Parce qu'elle a parlé d'instinct, et je crois que c'est ça pour nous qui est... Parfois, si on devient cérébral, on sait qu'elle est très dans l'instinct. L'instinct au sens noble, je veux dire, l'instinct ne produit pas du brutal, il produit du très construit. On sent les choses. Et nous aussi, on sent les choses, j'espère. Mais on ne se pose jamais ces questions, jamais. On réfléchit avec les corps des acteurs, les accessoires, les mouvements de caméra, la chorégraphie qu'on essaye de créer avec le corps de l'acteur ou des acteurs et la caméra. Mais on ne se dit pas, bon, est-ce qu'on est proche, est-ce que c'est le réel ou pas, est-ce qu'on est en train de trahir quelque chose. On essaie de ne pas se poser ces questions. Surtout quand on est deux, ça devient une folie, alors, parce que si on n'est pas d'accord... Alors, vous pouvez avoir la même réponse, mais quelle est votre réponse ? C'est la même chose dit pour ne pas faire la stéréo, différé. Et nous, si vous voulez, la seule question finalement qu'on se pose, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi au travail avec Marie-Hélène, qu'on se pose aussi au tournage, on essaie que les choses soient au présent. C'est ce qu'on essaie avec le comédien. On essaie que le comédien soit présent quand il travaille, et on essaie que notre mise en scène ne statufie pas la présence et ne transforme pas les choses en stéréotypes, en posture. Et on essaie que le vent continue à souffler sur le tournage, on essaie aussi qu'il continue à souffler dans le montage. Et je pense qu'avec Marie-Hélène, c'est ça notre objectif, même si on ne se le dit jamais, mais je pense que s'il y a une question bien qu'on se pose, il me semble que c'est celle-là, moi. C'est d'être au présent du présent, quoi, vous voyez ? La question de la présence, elle est majeure, oui. Mm-hmm. Oui, et puis il y a un rapport très physique aussi. Je pense que dans les films, il y a un truc très, très physique, il y a une fluidité. Quand je dis fluidité, c'est pas toujours tout lisse, il y a parfois des contretemps et tout, mais il y a quelque chose de naturel aussi, je pense, qu'on cherche. C'est le flux. Moi, je pense qu'un film, il est monté une fois qu'il a sa propre vie, qu'il vit tout seul, que les coupes s'oublient. Voilà, et que c'est à ce moment-là que le film il est le plus cohérent, c'est quand les choses ne se voient pas et qu'on retrouve une forme, dans ce qui a été fabriqué, construit par les mots au niveau du scénario, construit avec la caméra, construit avec le son. Le montage, c'est une fois
tous ces éléments-là ne font plus qu'un corps, ils font un corps avec l'histoire et avec les personnages qui incarnent l'histoire. Et puis tout le reste, on est gommé, enfin, d'une certaine manière. Tu n'es jamais dans les effets, enfin, ou qu'un des trois. On cherche les effets de montage. Donc, le réel, il est quand on ne cherche pas l'effet, justement. Que, voilà, on commence le plan plus tard ou avant, mais c'est pas pour faire effet, c'est pour essayer de voir, comme tu dis, si on a le flux ou pas, si on est dans le flux ou bien si on est en train de construire sur du vide, enfin sur du vide, sur de l'effet. Si on fait ça, et puis que juste quand l'acteur fait ça, on commence le plan suivant avec ça, on se dit non, on a déjà vu ça 1000 fois, d'abord. Il faut quand même essayer de trouver autre chose que ce qui a déjà été vu 1000 fois. Et puis le reste, enfin, on sent la même façon tous les trois. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des choses que j'aborde pas du tout, mais que vous avez envie d'aborder? Je vous passe le micro. Bonjour, d'abord merci pour la projection, c'était super. Je voulais demander, est-ce que j'ai moi-même 2 grands frères, et je voulais vous demander comment est-ce que c'est de travailler avec son frère, surtout dans le milieu artistique. Marie va répondre. Elle va dire qu'on s'engueule beaucoup. Oui, moi j'ai 2 grands frères, c'est vrai, pendant 3 mois en salle de montage. Je sais... c'est... Je sais pas, c'est une colle, parce que, en fait, moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Ces 2 individus, ces deux réalisateurs, ils sont frères. Je sais que, même tout à l'heure, quand on parlait que les choses se décidaient parfois, on travaille la journée, le lendemain matin, on a chacun nos vies, on se retrouve le lendemain matin, il y a des décisions qui sont prises. Je sais aussi que parfois, il y a je sais qu'ils s'appellent, qu'ils se parlent. Voilà. Parfois on t'appelle aussi. Oui, hein. parfois on m'appelle aussi, mais bon, voilà, c'est toutes des choses. Voilà, je sais pas vraiment. On s'appelle beaucoup moins que ce que tu ne crois, je crois. Ouais. Oui, quand on monte, oui, c'est vrai. Ah quand ouais on monte, oui. Oui, parce que sinon, on n'arrive pas à faire ce dont Luc parlait tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire à ce que ça mature un peu à notre propre insu, comme disait le cycliste. Ouais, alors je projette. Donc on s'appelle un peu quand même. Ouais, un petit peu quand même. Voilà. Merci. Ah, bah voilà, une autre question. Bonsoir. Je me demandais quelle était la part de création dans le montage, et est-ce qu'il y avait comment évoluer votre appréhension du métier? Est-ce qu'elle évolue surtout en fonction des réalisateurs avec lesquels vous travaillez, ou il y a aussi le travail d'autres monteurs qui vous inspirent, comme un réalisateur peut être inspiré par d'autres réalisateurs? Mais c'est peut-être difficile, mais j'essaie d'aborder chaque projet de la manière la plus neutre et la plus vierge possible. Même voilà, quand c'est le 5e ou le 6e, j'ai pas l'impression qu'on recommence à zéro, mais j'ai l'impression que chaque fois les enjeux sont différents, parce que la matière est quand même différente, la narration, l'histoire qu'on doit raconter est différente. Parfois, ce qui a été vécu en tournage est aussi très différent. Donc, chaque fois, j'essaye pas de remettre les compteurs à zéro, mais quand même d'être émerveillée par ce que je vois, de chercher des nouvelles choses, de ne pas partir sur des concepts de montage comme ça, d'être à l'écoute le plus possible de la matière, en fait. Et la matière, voilà, je pense qu'elle est chaque fois différente pour les réalisateurs. J'ai l'impression qu'elle évolue, qu'elle est, voilà, il y a plein de choses. Donc j'essaye vraiment chaque fois d'aborder la matière la plus neutre et la plus innovatrice possible. Et je ne veux pas imposer des choses à la matière. C'est la matière qui doit m'imposer des choses. Je dois la ressentir, je dois la voir, je dois la vivre, et puis voilà, et en faire quelque chose. Mais je ne peux pas la maîtriser en partant dans des concepts de montage rigoureux. Et voilà, je pense que c'est surtout ça. Luc et Jean-Pierre, ce moment du montage dans le processus de fabrication d'un film qui comprend l'écriture, le tournage,
le montage, enfin l'ensemble de la post-production, mais ce moment particulier du montage, est-ce que c'est votre moment préféré? Enfin, quelle place il a dans tout le processus? Moi, j'aime bien le montage et le tournage. Mais moins l'écriture, c'est ça? C'est-à-dire, c'est moins... L'écriture, c'est angoissant, et le montage aussi. Le tournage, moins. On est dedans, dans le tournage. Enfin, moi, Jean-Pierre dira peut-être autre chose, mais moi, je me sens dedans, et le montage me dit, on recommence quelque part, on recommence à écrire, même si on fait des plans séquences. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on aura le rythme? Est-ce que le film... Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça tient la route? Et c'est pour ça que, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais quand on a écrit le scénario, et qu'on sait qu'on va commencer bientôt les répétitions avec les acteurs, on l'envoie à Marie. Et si elle nous dit, ben, je n'ai pas le souvenir qu'elle l'ait dit, mais enfin, toi, tu as peut-être le souvenir. Mais tiens, là, il y a quelque chose que... On se dit, tiens, elle met le doigt sur quelque chose qui nous a posé problème à l'écriture. Donc voilà, on fait attention. Donc, son avis, il est là aussi avant de tourner. Si elle nous dit quelque chose, on écoute. Mais je dirais que le montage, pour moi, est un peu angoissant quand même, un peu comme à l'écriture. C'est un peu... Ben, si ça s'est mal passé au tournage, comme l'a dit Jean-Pierre, si on a fait un mauvais plan séquence, on sait que c'est foutu. C'est pour le rattraper, ça va être dur. Mais en supposant que ça ait réussi, au niveau des plans, je veux dire, il va encore falloir voir si le rythme, ou quand il y a l'assemblage, la construction, le montage, est-ce que ça... Et là, bon, moi j'avoue que les premières semaines, ou bien quand on a un vrai problème, on dit, oh là là, merde, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça m'angoisse beaucoup. Donc je ne dirais pas que c'est ce que je préfère, mais je sens que c'est essentiel. Ouais. Et Jean-Pierre, vous, au moment du tournage, du montage? Et le montage, c'est un peu, je vis un peu ça comme Luc, et je dirais que si le tournage est un... Oui, il y a quand même beaucoup de choses se passent chez nous quand même au tournage, pas tout, mais quand même beaucoup. Ce qui ne diminue en rien le travail de montage, ça n'a rien à voir. Mais quand même beaucoup. Il n'y a pas 100 000 manières finalement, où il y a des coups, des ellipses à trouver et tout ça. Mais on travaille très peu par chant contre chant et des choses comme ça. Et il n'y a rien de pire, par exemple, sur le tournage, quand quelqu'un de l'équipe vient nous dire, et au montage, vous allez faire comment? On dit, alors on a toute une foule à faire avec ça, on verra ça avec Marie-Hélène, quoi. On essaie d'être dans chaque moment de... Le plan séquence permet ça aussi. Mais moi, un moment que j'aime bien, là où il y a encore beaucoup plus de... Il n'y a pas encore le coup près de l'équipe qui est là, et du temps, ce sont les répétitions. On répète tout le film avec les comédiens, Luc et moi, notre petite caméra et les comédiens dans les décors, et là c'est formidable, parce que tout est encore possible. Comme disait Piala, on n'exécute pas encore un plan. Alors à un moment donné, on commence à exécuter un plan. Et l'exécution, vous savez ce que c'est. Ouais. Mais bon, justement, une des caractéristiques de votre style, c'est le fait qu'on a l'impression en tant que spectateur d'entrer tout de suite dans la vie de quelqu'un. Les films sont construits comme des chroniques où on a l'impression de prendre l'action en cours. Et je pense même à la fin du Jeune Ahmed où en fait il tombe et le film se termine sur sa chute quasiment. Est-ce que ça c'est écrit à l'avance ou c'est aussi au montage que vous trouvez le moment où il faut couper pour que ce soit le plus... C'est-à-dire, d'une certaine manière, dans une simplicité qui soit encore plus forte que si c'était compliqué. Donc voilà, c'est juste la fin du Jeune Ahmed. Est-ce que vous pouvez révéler les secrets parce que forcément ça provoque une force dramatique, le fait de s'arrêter cut comme ça. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui a été écrit ou que vous trouvez au montage avec Marie-Hélène? Est-ce que c'est un ensemble d'intuitions, de discussions, d'effets, produits, émotionnels, de comment vous regardez le film? Justement, dans le cas précis de ce dernier plan, le plan est écrit comme ça. Après, c'était juste trouver l'endroit où le couper. Parce qu'il y avait cette question, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir? Il y avait cette question-là qui était là. Et c'est autour de ça qu'on a choisi la longueur du dernier plan, en fait. Et à quel endroit le couper. Et voilà, ça a été une question quand même. Hein. C'est tout bête, mais c'était écrit, mais après, voilà, il y a la durée. Il y a la durée. Et là, ouais.
Et la durée crée le suspense et du coup la valeur de la fin. Mais ça, c'est un plaisir aussi du montage, j'imagine, d'essayer quand même, même si on n'est pas dans les faits ni dans l'artifice, on voit quand quelque chose déclenche une émotion ou pas. Ça, c'est quelque chose auquel vous prenez plaisir quand vous travaillez le montage. Oui, on peut retrouver ça aussi dans la fin de Rosetta avec Riquet. Avec Riquet, ouais. Fabrizio. Ouais, quand il pleure et puis il y a Rosetta après, c'était trouver l'endroit. Il y a aussi une longueur qui était là. C'était la fin, mais il fallait trouver le bon endroit. Enfin, en tout cas, l'endroit que nous on a choisi de quitter le film et de quitter le personnage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre aussi au cinéma des frères, c'est que les débuts et les fins, on est... Bon, il y a moi, je dirais pas beaucoup, mais souvent en salle de montage, quand on construit un film, ce qui est très compliqué, c'est les débuts et les fins. Ouais. Parce qu'il y a la mise en place, combien de temps on met... Ici, dans le cas précis du travail avec les frères, c'est différent. Je veux dire, c'est quand même plus ou moins bien... Enfin, c'est quand même bien dessiné par rapport à comment le film va commencer, comment il va se terminer. C'est juste une question de longueur. Il n'y a pas... Et puis on est tout de suite dans quelque chose aussi, ce qui est différent d'autres cinémas, où il faut installer les choses, il y a une période de présentation des différents éléments. Donc voilà, ici c'est vraiment des questions de... Et cette question-là, elle s'est posée pour Rosetta, elle s'est posée un peu pour aussi Sandra à la fin de Jour et Nuit. Est-ce qu'elle marche beaucoup? Pas beaucoup. Enfin voilà. Tu avais trouvé une chose, pour ceux qui se souviennent de Rosetta, que quand elle... Parce qu'on a supprimé un personnage au tournage pour Rosetta, un assistant social qui venait dans le camping. Et elle pêche, Rosetta, elle pêche à sa façon avec des vers de terre qu'elle met dans des bouteilles. Elle pêche à la bouteille, comme on dit. Et à un moment donné, elle prenait des vers de terre dans le sol avec sa cuillère. Et puis le syndicaliste l'appelle, elle se relève. Et comme elle ne peut pas pêcher, prendre des vers de terre et pêcher à la bouteille parce que le gardien du camping la surveille, elle est surprise, elle se relève et elle vient vers la caméra, c'est-à-dire vers le syndicaliste qui n'existe plus. Le syndicaliste, l'assistant social. Et tu as pris le plan, ou vous avez pris, parce que moi j'étais pas là ce jour-là, quand je suis venu, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est magnifique, elle est là devant la caméra, perdue, et puis elle repart. Et elle va faire, elle avait entendu un bruit, elle venait, et puis elle repart. Et c'est vraiment Rosetta, parce que Rosetta, on l'a construit comme si elle ne savait jamais ce qu'elle allait faire, puisqu'elle ne sait pas si elle aura du travail, si elle va se faire virer, si elle va trouver à manger, si elle ne va pas trouver à manger, si elle va vendre les vêtements que sa mère recoupe. Bon, elle ne sait jamais vers où, ce que sera la seconde suivante, si je puis dire, l'instant suivant. Et là, c'était juste ça, quoi. Vous aviez trouvé ça... Oui, c'est une question d'équilibre. C'est vrai qu'on avait toujours l'impression qu'elle était un peu flottante et en même temps très terrienne aussi, parce que physiquement elle était très, très présente, donc c'était de trouver l'équilibre. Ouais. Notre petite guerrière. Mais j'ai envie de vous poser une question à tous les deux sur l'écriture globale de vos films qui portent souvent en eux une question morale. Qui sera résolu ou pas pendant le film et d'ailleurs qui devient une question intime pour les spectateurs ensuite. Est-ce que c'est pour ça que vous faites des films, pour poser des questions morales que chacun résoudra à sa manière, mais voilà, est-ce que vous pourriez faire des films sans ces questions-là? Question du pardon dans Le Jeune Ahmed, la question aussi de la réconciliation, de la trahison dans La Promesse, et qu'on retrouve aussi dans Le Silence de Lorna. Enfin, dans la plupart de vos films, on demande à vos personnages des choses presque impossibles à faire et qui vont se résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, est-ce que le fait de condenser dans votre écriture toutes ces questions font que vous pouvez entrer directement dans la chair d'un film? Et dès la première séquence, je pense au Jeune Ahmed, entrer avec lui dans ce moment où il descend les escaliers et puis on est déjà dans le film. Enfin, parce que c'est une prise de risque finalement de ne pas faire de mise en place, d'entrer directement dans la chair des personnages et d'être dans une simplicité, c'est très difficile à faire. Comment vous faites? Il y a plusieurs questions. Oui. Et on quitte un peu le montage. Non,
ça y participe. C'est-à-dire que Oui, je oui, vais répondre à la dernière partie, c'est la question la plus facile. Le reste est plus compliqué, je vais laisser à mon frère. Moi je vais... Je laisserai à Marie, moi. Nous, c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, et je repense en même temps à ce que Marie-Hélène disait, à son amour de basculer du documentaire à la fiction, de la fiction documentaire, on essaie que nos personnages, on ne les cerne pas nous-mêmes complètement, et on ne les épuise pas, qu'ils gardent une opacité. Et on s'est toujours dit que on les prend, c'est comme si à un moment donné la caméra intervenait dans un moment de leur vie, et puis on les quitte. Et c'est comme si ils avaient une vie avant qu'on les filme, et que cette vie va continuer après que la caméra s'éteigne. C'est ce que nous on essaie de faire, ça participe à nos obsessions, toute la présence et tout ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on a, quand on commence à travailler, on se dit, attends, là, on a plutôt toujours tendance, au début, quand on travaille, à installer les choses, au début. Et puis après, ce qu'on cherche, c'est ce que finalement, on a trouvé avec ce jeune garçon, le jeune Ahmed. La caméra est là, il passe, et on le suit, et il nous échappe déjà un peu. Et pendant tout le film, il va un peu nous échapper, comme il échappe à sa mère. Voilà. Et le début de la question. La question morale, oui. Ben, je crois que le plus... Là où c'est peut-être le plus... Pour nous, ça a été le plus évident quand on a fait... c'est le silence de Lorna, avec ce jeune immigré albanaise. Parce que c'est un fait divers qui s'est passé à Gansoren, où on a rencontré une éducatrice de rue qui nous a dit que son frère avait eu la proposition d'un mariage blanc. Ben, ça se passe en 2000, début 2000. Un mariage blanc avec une jeune prostituée albanaise. Et elle a dit à son frère qui était toxicomane, qui vivait à la rue, et elle, bon, c'était pas pour rien qu'elle soit éducatrice de rue précisément dans ce quartier-là, parce qu'elle s'occupait un peu de son frère aussi, son jeune frère, et elle a dit à son jeune frère, ne fais pas ça parce que la police a déjà repéré 2 jeunes toxicomanes morts d'overdose et qui avaient fait un mariage blanc. D'où, vous imaginez, bon voilà, la vérité de la chose était que le milieu albanais, je n'ai rien contre les Albanais, mais c'était à ce moment-là le milieu albanais, après il a changé, avant il était différent, il avait une autre nationalité, mais c'est parce qu'il n'était pas européen, hein, et que pour eux, si vous voulez, leur principe était de dire à un jeune toxicomane, voilà, tu as, je veux dire, 2000 €, c'était 3000 € pour te marier avec une jeune prostituée, et tu auras 7000 quand tu divorceras avec cette fille. Donc, un toxicomane a besoin d'argent pour acheter sa drogue, donc il dit oui, généralement. Et puis, au lieu d'aller jusqu'au divorce, après, à l'époque, je pense que la loi, c'était 6 mois, hein, le milieu lui faisait une overdose. Et on le retrouvait mort quelque part dans un squat. Bon. Et là, on s'est dit, tiens, ça veut dire que cette jeune prostituée, pour faire croire qu'elle était mariée, faire croire ça aux autorités, à la police, etc., il faut qu'elle vive avec. Effectivement, elle doit vivre 6 mois avec quelqu'un dont elle connaît l'issue, c'est-à-dire il va se faire assassiner. Et on s'est dit, voilà, le fait divers, on va le retraverser en se posant la question, est-ce qu'une femme, une jeune immigrée albanaise, on n'a pas pris une prostituée pour ne pas tomber dans les stéréotypes, parce que tout le monde pense savoir ce qu'est une prostituée, donc on s'est dit non, prenons une immigrée entre guillemets normale, qui accepte, pour X raisons, ben, d'autres raisons que la prostitution, qui accepte de faire ça, pour avoir ça. Dans notre cas, c'était ouvrir le snack, etc. Et elle va vivre 6 mois avec un gars comme ça. Est-ce que oui ou non, elle va accepter qu'il meure? Donc, est-ce que je laisse mourir l'autre pour moi avoir ma place au soleil? En fait, c'était ça en gros. Donc voilà, comment on transforme les faits divers pour essayer de trouver voilà, un cas. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important d'arriver à ce genre de questions pour sentir le nerf du film, quoi. C'est ça qui vous guide aussi quand vous montez les films des frères Dardenne, Marie-Hélène? Moi, je dirais la question de la morale, oui, elle est là, mais il n'y a pas de réponse. Enfin, je pense que c'est des films très ouverts et qui laissent une place énorme aux spectateurs. Et pour moi, ça, c'est le cinéma.
C'est ce qui se passe là, et puis après, chaque spectateur le vit à sa manière. Mais je pense que c'est très important de faire des films ouverts, et des films voilà, où le spectateur, il se pose des questions, il se dit un peu comme moi je me suis dit quand je me suis mise à la place de Rosetta, mais qu'est-ce que je ferais moi? Voilà, et puis chacun résout le problème à sa manière. Ça reste des films, c'est pas des films moralistes, c'est des films très, très ouverts. C'est des questions morales, mais on ne fait pas la morale. Voilà. Ouais, parce qu'on a perdu notre vendeuse internationale quand elle a lu le scénario de Rosetta. Hein. Elle a dit ah non. Elle avait vécu un peu la vie de Rosetta. Elle a dit non, il faut de la solidarité dans la vie, je ne suis pas d'accord. Ben voilà. Elle l'avait lu de manière très littérale. Allez-y encore, on a un petit peu de temps si vous avez encore une question. Je passe le micro. C'était quoi la séquence en partant Luc t'a dit, il y a une séquence qui a failli tomber, de vendeur, distributeur, je sais pas quoi, et que Marie s'était battue pour la promesse. C'est la séquence devant le snack. Ah, pour la promesse. Pour la promesse, eh ben, oui, eh ben, c'est parce que quand ils volent le portefeuille à la dame âgée, je dois dire qu'il y avait un problème au niveau du tournage, là. Hein, il y avait un petit problème au niveau des plans. Je perds la mémoire, je ne sais plus. Ben, c'est-à-dire, il y avait un problème. Marie-Hélène disait non, la scène, il la faut absolument. Et on a eu un mauvais conseil, si je puis dire. C'était la scène où ils ont enterré le portefeuille. Non, c'est ça, juste avant, le vol, etc. Oui, et l'enterrement du portefeuille, si je puis dire. Bon, Marie-Hélène disait non, c'est bien, il faut y croire. Et nous, on se disait, non, de Dieu, on n'arrive pas à la monter parce qu'on n'avait pas fait les plans qui permettaient de la monter comme on espérait, on avait dans l'esprit de le faire. Et elle a dit, mais c'est rien, on va trouver. Et elle s'y est attachée, elle y est arrivée. Et on a trouvé que ça fonctionnait très bien. Et le fait qu'on ne voit pas qu'il le vole vraiment, qu'on ne voit pas vraiment, on comprend un peu après, tout ça c'était très bien. Mais elle l'a vraiment tenu. Bon, parce qu'on avait quelqu'un qui nous disait, ouais, mais non, on s'en fout. Enfin, un critique, si vous voulez, qui était venu voir et qui nous avait dit, ouais, on s'en fout. J'ai dû me rebattre. Non, mais bon, on ne savait pas. Je ne dirais pas qu'on lui a fait confiance, mais enfin, ils avaient quand même mis le doute dans nos têtes. Voilà, et elle a dit non, l'instinct, comme elle dit, elle a dit non, il faut y croire. Oui, mais tu as raison, Marie. Mais enfin, on y croyait quand même. Et puis finalement, on y a cru tout à fait aussi. Oui. Et puis là, tu as supprimé, on était tous d'accord, mais il y avait des plans. C'était un peu trop long au début. C'est toujours un peu trop long au début, un peu trop de choses, hein, en général, il me semble. Ouais. Mais si je me souviens bien, vous aviez à un moment donné un parti pris radical tous les deux. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui. Je ne sais plus, vous avez supprimé la moitié du début du film. Ah, c'est possible, c'est possible. Et moi, On essaye. Moi, j'étais plutôt, je freinais un peu en me disant, ils deviennent fous là, ils veulent tout supprimer. Ou le karaoké, on a eu un ami. Non, pas supprimer le karaoké, mais on a un ami qui a été, au niveau de l'écriture du scénario, vous avez peut-être connu Léon Michaud qui faisait des émissions en radio sur le cinéma, il y a 15 ans, quinzaine d'années, ça s'appelait, je ne sais plus, bon, j'ai oublié le titre, mais c'était le samedi matin. C'est un ami, et on lui avait dit, bon, on avait donné une première version du scénario, et il avait proposé quelques idées vraiment intéressantes qu'on a utilisé pour réécrire une autre version du scénario. Et il est venu voir le montage, le premier montage, et il voit que le karaoké vient, ce qui était dans le scénario, hein, mais là il n'avait pas vraiment fait attention, je crois, le karaoké vient après qu'ils aient enterré Amidou. Et il dit ça, les gars, personne ne va accepter ça. C'est trop dur, c'est terrible. Danser sur le cadavre. Danser sur le cadavre d'Amidou. Et on dit, mais oui, mais c'est ça quand même qu'ils font. Où veux-tu mettre le karaoké? Alors, est-ce qu'il faut le mettre? Alors, on y tenait vraiment. Donc, voilà. Oui, mais bon, vous savez, c'est... Parce que nous, on n'a pas de producteur. Enfin, on a Denis Frette, notre producteur français, qui donne son avis. Et toujours de bons conseils. Mais il y a des cinéastes qui sont influençables. Hein, bon, c'est ça le problème. Un film, c'est quand même collectif malgré tout.
Et vous pouvez être, à un moment donné, perdre un peu votre lucidité, être un peu désarçonné. Et puis bon, après une semaine, on revient à l'idée initiale. Mais enfin, parfois, on perd pied, ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être j'essaie. Merci pour ce film magnifique. Si vous devriez le faire maintenant, 20 ans après, est-ce qu'il changerait quelque chose en Europe? Vous changerez quelque chose dans ce film? Sur la réalité? Oui, en sachant ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ah. La situation est différente, mais... Et moi, je pense que l'argument de base en disant je vous loge, vous aménagez la maison et grâce à ça finalement vous aurez vos papiers parce qu'à un moment donné c'était possible, c'est plus possible. C'est criminalisé même. Donc la base de notre scénario, cette base-là n'est plus possible, cet argument-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être garder d'une certaine manière, si on devait faire ça. Ce qui nous intéressait, c'est comment, si vous voulez, enfin vous avez vu le film, quoi, comment ce gamin, finalement, découvre l'humanité à travers quelqu'un avec qui il n'a rien à voir. Elle n'est pas de sa famille, elle n'est pas de son quartier, elle n'est pas de son pays. Mais c'est elle qui lui fait découvrir l'humanité. C'est pas son père. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on garderait sans doute. Mais l'argument, la situation de base, on ne pourrait plus faire ça, non. C'est impossible maintenant ça. Et la mort dans la Méditerranée, en fait, tous ces gens qui meurent, là il y a la mort aussi. Elle est là, la mort du migrant, comme on dit aujourd'hui. Elle est là. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Le gars qui ramasse ses passeports et tout ça, et qui va pouvoir donner... Parce qu'à l'époque c'était possible, ça. Vous aviez une adresse, vous aviez accès donc aux aides sociales et des choses comme ça. Et il fallait juste avoir une adresse. Et beaucoup de gens profitaient de ça, donnaient des adresses, faisaient payer des loyers démentiels pour des petites pièces. Et les gens acceptaient parce qu'ils avaient une adresse. Donc ils avaient 350 € les migrants. Ça. Et c'est lui qui nous en a parlé comme ça, il nous l'a dit comme ça. Il nous l'a dit. On ne lui demandait rien. Mais c'est parce qu'il a dit ça, pourquoi? Parce qu'on était en train de faire des repérages pour un autre film. Et il s'est dit cinéma pognon, égal pognon. Et il avait encore des pièces vides dans sa maison. Et on s'est rendu compte, on a laissé parler. Il voulait donner ses pièces, enfin nous louer ses pièces du rez-de-chaussée pour en faire le réfectoire pour l'équipe, pour un autre film. Et ce type, il nous racontait ses horreurs comme ça, mais de manière tout à fait... il était là en prison. Hein, Après, il était là en prison, mais lui, il racontait ça de manière tout à fait paisible. Il était là avec sa salopette et il discutait comme un gars qui, vous voyez, qui a un métier normal et il ne nous connaissait pas. Il a juste entendu cinéma. Et à mon avis, cinéma, il s'est dit pognon, il me reste des pièces libres, jackpot. Et il est devenu un peu Roger. Il ne savait pas ça. Nous non plus. C'est après, quand on a commencé. Et le personnage d'Acita, en fait, à la fin du film, lorsqu'elle comprend, enfin, lorsqu'il lui révèle ce qui s'est passé, elle renonce du coup à partir. Enfin, oui. Et c'est ça, on parlait des films ouverts. Dans cette fin, moi, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Est-ce qu'elle... c'est-à-dire, le gamin a accroché son père dans le garage à un poteau, avec le treuil du garage, donc il est toujours là. Oui. Si on ne va pas le délivrer, il va mourir de faim, là. Donc on est sûr qu'il sera là. Comme il se porte bien, il a des réserves, on peut attendre quelques jours. Bon, donc, elle attend le gamin, et là on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il a un sac en main, Igor, un sac d'Acita. Et on s'est dit, bon, c'est des questions comme ça qu'on se pose. Au montage aussi, on se pose des questions aussi concrètes, avec évidemment la matière qui n'est pas la même, parce que là, nous, on peut encore changer vraiment l'accessoire. On peut lui dire, non, les deux sacs, on les donne à Acita, tu ne l'aides pas à porter un sac, sauf qu'il voulait aider Acita quand même. Il l'aide depuis quelques scènes déjà, depuis quelques séquences. Donc on s'est dit, Igor a le sac en main, et si Acita part, le quitte et s'éloigne dans la perspective de la gare sans prendre le sac, c'est parce qu'elle sait qu'il va venir. C'est ça qu'on s'est dit.
Voilà. Et on a dit, oui, il la suit. Alors maintenant, ils vont où? Ben, ils vont à la police, elle veut voir son mari, elle. Ouais. Donc on va casser le béton, Ouais, ouais, c'est ça. et voilà, et elle l'enterrera. Est-ce qu'il pourrait être enterré au Burkina Faso? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est elle qui décidera où on enterre son mari. Mais si la vérité est connue, je pense qu'il n'y aura plus de fantômes. C'est un peu ça l'idée. Il n'y aura plus d'esprits qui voyagent et qui viennent persécuter l'enfant. Il n'y aura plus d'injustice. Tout à fait. Oui. Oui, justement, dans ce film, je me demandais si vous aviez des conseils de gens qui venaient du Burkina Faso, parce que pour moi, la fête du mouton, c'est une fête musulmane, et donc du coup, c'est pas compatible avec d'autres types de croyances. Elle est musulmane et un peu animiste. Comme au Burkina. Il y a des gens... Oui. Mais c'est vrai que la fête... Au Sénégal, ils ont la fête du mouton, mais je crois qu'ils se mélangent moins avec les croyances. Oui, mais par exemple, bon, moi, en tous les cas, on y est allé 2 fois. Marabout et en même temps musulman. Donc, fête du mouton et en même temps, on va voir le marabout quand on a un problème avec sa femme, son mari. C'est un peu... C'est cool. Enfin, c'était, parce que maintenant, c'est moins cool. Donc, nous, en tous les cas, Asita, l'actrice, et Rasman, le comédien, vient aussi du Burkina, celui qui fait Amidou, son mari, ils ont trouvé ça aussi normal. Oui. Et la fête de mouton, ils le font dans les familles. Bon, mais peut-être, il y a aussi les catholiques, évidemment. Burkina, c'est un peu complexe, hein, mais voilà, nous, c'est ce qu'on a vu à ce moment-là. Est-ce qu'elle nous a dit oui, c'est très bien? Là, on ne s'est pas posé plus de questions. Encore une dernière question pour Marie-Hélène. Sur le fait de travailler sur le long cours avec des réalisateurs et des réalisateurs qui eux-mêmes sont fidèles à certains acteurs, fait que vous retrouvez certains acteurs. Je pense à Jérémy Régnier, par exemple, dans La Promesse, dans L'Enfant, dans notre film, jusqu'à La Fille Inconnue. Vous m'aviez dit aussi, quand on avait discuté, à quel point c'était intéressant pour vous de travailler sur l'éventail des émotions humaines à travers un comédien que vous voyez à travers différentes prises, à différentes époques de sa vie. Enfin, voilà, quel est ce lien que vous avez ou que vous gardez avec les comédiens fidèles, aussi des réalisateurs à qui vous-même êtes fidèle? Mais pour moi, bon, le comédien, il est là, mais comme je vais vraiment très rarement sur les tournages, je crois que chez vous, j'étais 1 fois ou 2 fois. À un moment donné, tu as fait un peu la script. Ah, j'ai fait la script. Donc pour moi, en fait, quand je suis dans la matière, je suis dans les personnages. C'est le nom qu'ils portent dans le film qui prédomine. Ils sont vraiment... voilà, je les connais vraiment bien, mais je les connais à travers le personnage qu'ils incarnent, les émotions qu'ils dégagent, ce que moi j'en ressens. Et quand je les rencontre en vrai, c'est toujours un peu le choc. C'est toujours... Parce que j'ai l'impression de les connaître, mais je les connais dans le personnage qu'ils incarnent. Eux ne me connaissent pas du tout, alors que moi, je les ai quand même eus en face de moi pendant 3-4 semaines de montage. Donc, ça fait toujours un quiproquo comme ça, parce que j'ai l'impression que je les connais, mais eux ne me connaissent pas, mais en même temps, je les connais pas, puisque je les connais dans le rôle qu'ils jouent. Donc, ça me fait vraiment toujours un truc très, très particulier. Voilà. Oui, puis vous avez, en voyant les rushs, vous voyez aussi... j'imagine c'est aussi un poste d'observation sur le travail de comédien qui doit être assez exceptionnel. Oui, parce que voilà, je pense qu'aussi dans le travail des frères, ce qui est particulier, c'est que je pense que c'est une part très importante de leur travail. Je crois qu'ils aiment vraiment beaucoup cette relation qu'ils ont avec les comédiens, avec les personnages qu'ils leur fait incarner. Et il y a toujours une forme de vérité. C'est pas des personnages qui sont très dans des émotions très fortes, où c'est toujours très retenu, c'est toujours très intérieur, les émotions, et il faut aller, voilà, au fur et à mesure des prises, des différentes, il faut aller chercher les nuances. La caméra aussi, avec
les mouvements qu'elle implique dans le plan séquence et les temps qu'elle reste sur un personnage ou sur l'autre, mais ça change aussi l'émotion que le personnage dégage en fait. Tous ces timings-là, et aussi à quel moment de la prise on est sur tel personnage, tout ça, ça fait basculer différemment les émotions que le personnage dégage. Donc c'est un... ouais, voilà. D'accord. Mais on va peut-être conclure. Alors avec cette question, est-ce que le montage c'est la seule invention du cinéma? Non. Bon, moi je sors. Non, ça dépend. Avec Marie-Hélène, c'est toujours une invention. Mais Tout dépend. oui, on va pas. J'ai pas. Oui, si Godard l'a dit. Donc voilà, Godard l'a dit. Godard l'a dit. Voilà. Mais je dirais que oui, c'est vrai peut-être. Oui, peut-être. Mais le montage, il était dès l'écriture du scénario. Oui, voilà. Sans, hein, je veux dire, le montage, il est dans le, on choisit de mettre la caméra là, on monte. Oui. On monte tout le temps, donc dans ce sens-là, oui, le montage. Mais c'est vrai qu'il y a toujours il y a une réécriture au montage, mais qui n'est pas une réécriture, c'est une nouvelle écriture qui vient après d'autres écritures, si je puis dire. C'est quelque chose qui n'arrête jamais de s'écrire, le film. Oui, comme et puis le spectateur le réécrit, il le voit comme ça, il dit tiens, cette scène-là, il la met en connexion avec une autre, alors que nous, on l'a pensé en connexion avec... Enfin, c'est... Moi, je dirais ça, c'est vrai que finalement sa dernière écriture, c'est avec les spectateurs, les spectatrices. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que au niveau concret, émotionnel, quand on travaille, qu'on fait un film, bon, si ça ne tient pas au montage, c'est que ça ne va pas. Donc voilà, il n'y a rien à faire. C'est un moment crucial, un moment d'angoisse quand même, fort, et qui dure quelques semaines, parfois. Non, pas tout le temps. Non. Je trouve que cette fois-ci, ça n'a pas été. Ça a été cette fois-ci. Non, et puis c'est des moments, je pense que les périodes de montage sont quand même assez longues. Il y a des moments, oui, où effectivement il y a des questions qu'il faut résoudre. Mais pour arriver à ces questionnements, il y a un cheminement aussi. Et puis il y a des solutions qui se trouvent, donc ça se détend un peu. Et puis on se retrouve avec un autre problème qu'on va résoudre aussi. Donc voilà, c'est... ouais. Enfin, ouais. Mais je pense qu'il y a des réalisateurs qui n'aiment vraiment pas la salle de montage. Ouais. Et d'autres qui l'adorent. Et des gens qui adorent, ouais. Il y a des gens où c'est leur période de travail préférée, où ils sont hyper angoissés en tournage, et au montage, pas du tout. Et qui ne viennent pas beaucoup. Oui, il y a des gens qui viennent moins aussi, ouais. Et puis finalement, d'une certaine manière, c'est aussi le moment, même si le tournage, chez nous, est très important, c'est à un moment donné, vous voyez, si toute cette histoire que vous avez faite pendant 10-12 semaines... s'il y a un rythme, s'il y a un rythme qui commence à se construire et que les intuitions qu'on avait, à un moment donné, elles prennent vraiment forme, c'est quand même à ce moment-là. Hein. Le reste, il n'y a rien de pire quand on dit d'un film, il y a 2-3 plans qui sont quand même pas mal. Surtout qu'on ne peut jamais dire, on va ranger ça avec un peu de musique. Il n'y a pas de musique. Voilà. Tout à fait. Normalement, il y a un gros travail avec la musique, forcément, mais là, c'est avec le son. Oui, avec les sons, il y a un énorme travail aussi qui se passe en salle de montage son et au mixage aussi. Très fort pour le son aussi, Marie-Hélène. C'est beaucoup déjà. C'est un art, hein. C'est un art, le montage. Mais, enfin oui, on a les directs sont vraiment une bonne base. Après, il y a beaucoup de choses qui sont refaites. Mais voilà, comme la principale matière sonore, c'est quand même les directs et ce qui est collé au personnage et tout ça. Donc oui, on fait... Puis les répliques aussi, enfin il y a un travail sur les voix, mais il y a encore beaucoup de choses qui se font au montage son aussi. Ben, en tout cas, merci à la Cinémathèque parce que c'est très agréable aussi pour moi, puis pour vous aussi, j'imagine, d'interviewer en profondeur un technicien du cinéma et de mettre en valeur le travail du montage, de votre travail. C'est passionnant. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène Dozo, et bravo pour ce cycle. Merci. Et merci à Céline d'avoir organisé cette présentation.